Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Salut Amélie, Salut Carole, comment vas-tu? ça va super, écoute, je suis contente d'être avec toi là aujourd'hui. Écoute, je suis ravie également. Alors on est encore une fois pour un nouvel épisode de Yes I Do à l'opposé. Toi, tu es en Argentine et moi en Australie. Donc, j'adore. Le podcast est vraiment voyage avec les interviewés du podcast. Donc, c'est super. On adore, c'est bien d'avoir autant de décalage horaire, c'est pas mal. Mais ouais, mais finalement, on arrive à quand même se retrouver. Ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Et bah c'est nickel. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans. Avant de partir, parce que je suis actuellement en tour du monde depuis le 1er juin 2024, du coup, parce que maintenant on est en 2025. J'étais opticienne, je vivais à Paris pendant très longtemps, et après j'ai déménagé en banlieue parisienne avec ma famille. Voilà, juste avant de partir. Ok, bon, tu nous raconteras après qu'est-ce qui vous a poussé à partir en tour du monde et je pense que j'ai pas mal de petites questions à te poser par rapport à tout ça. Mais avant de commencer à parler de ton histoire d'amour, j'aime bien poser cette question et faire un petit retour, tu vois, en enfance. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que, tu vois, tu rêvais du grand amour, du prince charmant, de te marier, avoir des enfants, etc. ou pas forcément? Alors, moi, clairement, j'ai des parents qui sont toujours ensemble, qui ont une quarantaine d'années de mariage derrière eux. Donc évidemment, comme, je pense la majorité des enfants avec des parents ensemble depuis de nombreuses années, qui sont mariés à 20 ans, qui ont connu un seul et unique amour, j'imaginais, entre guillemets «naïvement», que ça allait m'arriver et que j'allais rencontrer mon premier et unique amour à 20 ans et que j'allais passer ma vie avec. C'était un peu ma vision de la vie, mais en même temps, mes parents m'avaient pas trop transmis autre chose en me disant qu'autre chose était possible puisque, souvent les parents qui inculquent un peu leurs valeurs, te disent que, bah, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Donc, je m'étais pas imaginé qu'un autre plan de vie était possible. Voilà comment je m'imaginais la vie. Je m'imaginais aussi avoir des enfants jeunes, en me disant que si je faisais un enfant, par exemple, à 30 ans, et ben ça allait être trop vieux, que ma vie allait être nulle. Et donc, tout le contraire de ce qui s'est passé finalement. Mais voilà, c'est un peu ma vision de la vie. J'imaginais ça. Et du coup, cette vision, comment elle a évolué, tu vois, au fil des années, au fil que tu as grandi, durant peut-être ton adolescence, ta vie d'étudiante? Est-ce que, tu vois, ça a été une désillusion ou plutôt, tu vois, des apprentissages, etc.? Alors, c'est une très bonne question parce que je me suis mise quand j'avais 19 ans avec mon premier amour, le premier homme vraiment avec qui j'ai eu une vraie vie sentimentale. Je suis vraiment tombée amoureuse, on va dire. Bon, j'étais tombée amoureuse à 16 ans, mais j'avais pas eu de relation sexuelle, par exemple. Donc, bon, on va dire que c'était un petit amour de jeunesse. Et après, j'ai eu ma première vraie relation à 19 ans. Je suis tombée follement amoureuse d'un garçon qui était très bien. Et j'ai passé 6 ans de ma vie avec lui. Et donc, pour moi, c'était sûr, c'était lui, c'était l'homme de ma vie. J'allais tout faire avec, etc. Et il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ces 6 années. On a emménagé ensemble, je crois, 1 an avant notre séparation. Donc, au bout de 5 ans, parce qu'on était tous les deux, bah, lui dans le travail, moi dans la fin de mes études. Et du coup, je me suis aperçue que je savais plus si je l'aimais ou pas. Et ça m'a rendue très malheureuse parce que je pensais que c'était impossible que l'amour parte, surtout quand très 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 fort. Et je me suis retrouvée un peu face à moi-même en me demandant si c'était normal ce que j'étais en train de vivre. Et malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas grand monde à qui parler parce qu'on était un peu le couple goal dans notre entourage. Les gens nous admiraient vraiment. Mes copines qui étaient plus à batifoler à droite à gauche, bah, c'était un peu le seul couple depuis tant d'années à cet âge-là. Et mes parents, ils rêvaient de cette relation et qu'elle perdure. Et du coup, j'avais un peu peur de décevoir tout le monde. Donc, je me suis mis une espèce de pression sociale, on va dire. Et je me suis, entre guillemets, forcée à pas trop parler de mon ressenti, à rester peut-être un peu plus longtemps que j'aurais dû
pour pas décevoir ma belle famille, ma famille, les gens qui m'entouraient, parce que je voulais continuer à cette personne qu'on admire. Tout ça juste pour garder une certaine image, et c'était complètement ridicule, puisque à la fin, ça s'est terminé très mal. Vu que je ne pouvais en parler à personne, il s'est passé ce qui devait, entre guillemets, se passer, c'est que j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai trompé mon premier amour, mais ça m'a servi de leçon, donc c'est très bien que ça se soit passé ainsi, parce que je pense que ça te construit aussi, et j'ai pas honte de le dire. Et je pensais qu'à 25 ans, j'avais 23 ans quand je l'ai quitté, et je pensais que j'étais la fille parfaite, avec des valeurs qu'on n'aurait jamais pu m'enlever, que j'aurais jamais trompé de ma vie, etc. Et c'est bien, ça m'a mis une bonne claque dans ma figure. Je me suis aperçue que j'étais humaine comme tout le monde, que je pouvais faire des erreurs comme tout le monde. J'ai pas été sincère, j'ai menti, j'ai trompé, j'ai fait plein de choses, tout ça pour rester la fille que je voulais qu'on voit en fait de l'extérieur, au final pour finalement que la vérité un jour ressorte. Et au final, j'ai fait mal les choses, donc finalement j'en ai payé les conséquences, et j'ai perdu à ce moment-là tous mes amis qu'on avait en commun, qui se sont mis du côté de mon premier amour, ce qui était normal. On avait 23 ans, à 23 ans, t'adores juger, t'adores dire que t'es mieux que la personne, t'adores prendre parti, chose qu'on fait plus trop à 35 ans, et c'est normal. Tu vois, je leur en veux pas, parce qu'à 23 ans, j'étais la première à juger mes copines. Et du coup, si tu veux, quand j'ai vécu cette expérience-là, si tu veux, ça m'a fait grandir énormément. Et d'ailleurs, suite à ce premier amour-là et cette rupture, cette première vraie rupture de ma vie, avec cette trahison, je pense qu'il a fait que ça a amplifié un peu mon expérience de vie. J'ai décidé du jour au lendemain de partir à l'autre bout du monde, d'ailleurs. J'avais pas d'argent, j'avais que 1 000 euros sur mon compte, et d'ailleurs j'ai enregistré un podcast là-dessus, avec 1 000 euros sur mon compte, et j'ai voulu fuir des problèmes, fuir le regard des gens, fuir l'entourage que je n'avais plus, mes parents qui étaient très déçus de cette situation parce qu'ils s'imaginaient que j'allais me marier, avoir des enfants avec cet homme-là. J'avais trop déçu de personne, et du coup je culpabilisais, c'est fou, de ne plus aimer cette personne, de l'avoir trompée, d'être partie. Et je pense que je l'aurais pas trompée si j'avais pu parler à quelqu'un. Je serais partie autrement si j'avais pu me confier, si j'avais pu montrer vraiment mes vraies émotions. Et c'était pas le cas. Voilà, j'avais des amis qui m'admiraient trop et qui me disaient c'est pas possible de quitter cette personne, tu dois continuer cette relation, t'es folle, t'as un homme extraordinaire. Donc parce que t'as un homme extraordinaire, tu fermes ta bouche et tu continues. Et puis mes parents qui l'entendaient pas de cette façon-là, qui n'ont pas eu l'oreille qu'il fallait avoir, en tout cas à ce moment-là. Mais c'est bien, ça m'a permis aussi de remettre en question. Par exemple, moi j'ai un fils aujourd'hui de 2 ans, j'ai oublié de le dire, et du coup j'espère être autrement. Et en tout cas aujourd'hui, depuis ce jour-là, je ne me suis jamais permis de juger aucune situation et aucune personne. Et j'ai été contente finalement de faire cette erreur, et que ça m'ait conduit à aller à l'autre bout du monde avec 1 000 euros, un peu inconsciemment, parce que personne ferait ça. Donc voilà, j'ai passé 4 années à l'étranger. Bien sûr, j'ai galéré parce que j'ai dû travailler pour vivre, pour voyager. Mais c'est la plus belle chose finalement. Au final, c'est ce qui m'a le plus révélé. J'avais besoin de savoir qui j'étais, de quoi j'étais capable, parce que personne m'avait vraiment appris en fait qui j'étais vraiment, de est-ce que j'avais le droit de faire ou pas, est-ce que j'avais le droit de prendre ces décisions-là, est-ce que j'avais le droit de décevoir les gens. Et au final, ça a été très bien. Ça a été la meilleure leçon de vie. Donc ta question, elle était très bien, parce que finalement, c'est le départ de ma vie sentimentale. Voilà, le seul regret que j'ai, c'est d'avoir fait souffrir quelqu'un qui était bien, qui avait rien demandé. Il avait le droit d'avoir une sincérité que j'ai pas eue. Bien sûr, à 23 ans, j'étais une petite conne, entre guillemets, et donc j'ai pas fait les choses bien parce que personne m'a appris et m'a conseillé et m'a écouté. C'est le seul regret que j'ai, c'est de l'avoir fait souffrir lui, parce qu'au final, avec le recul, le regard des autres, je m'en fiche. Et puis même, je pense que si tu interroges les personnes qui étaient autour de nous aujourd'hui à notre âge, ils diront on s'en fiche maintenant. Oui, à l'époque, voilà, on avait 23 ans, c'était facile de dire qu'elle était pas gentille et que lui était gentil. Mais voilà, j'ai envie de dire que le seul regret que j'ai eu, j'ai culpabilisé pendant très longtemps, c'est de lui avoir fait du mal alors qu'il était responsable de rien. Parce que voilà, tu peux ne plus aimer une personne, vouloir partir, mais je pense que c'est important de faire les choses bien, surtout à quelqu'un qui t'a juste rendue heureuse en fait et qui a rien demandé. Voilà. Écoute, franchement, merci Amélie pour tout ce partage, parce que c'est hyper intéressant, et je pense que tu vois, c'est des situations que peut-être pas mal de gens vivent d'un côté comme de l'autre. Surtout, tu vois, c'est cette première relation amoureuse dans notre vie. En fait, aussi, on apprend sur le tas, tu vois. Et parfois, on fait des erreurs, parfois, on fait pas bien les choses. Mais cette pression, tu disais, on était le couple goals, que tout le monde disait que, en fait, on était vraiment le couple parfait, que c'était un homme parfait, et que du coup, ça t'empêchait de toi, en fait, valider ce que tu ressentais à l'intérieur de toi, et te dire, ouais, mais moi, peut-être que c'est l'homme parfait, mais c'est pas l'homme parfait pour moi. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la vie, c'est que même si la personne, elle est bien, elle est gentille, elle est saine, etc.,
elle est pas forcément compatible avec soi ou avec une autre personne. Je suis 100% d'accord. C'est exactement ça. Bah écoute, super. Et du coup, est-ce que, tu vois, genre, tu dis que du coup, t'es partie pour te retrouver, pour apprendre à savoir qui tu étais, pour te connaître. Est-ce que tu dirais que d'être partie en mode fuite de quelque chose t'a quand même permis de guérir au final? Alors, c'est une très bonne question également, parce que j'en parle beaucoup avec les gens que je rencontre, dans le sens où ça a été une vraie guérison pour moi-même. Parce que ça a été une espèce d'introspection. J'ai su enfin qui j'étais. J'avais besoin de savoir que j'avais pas besoin de mes parents aussi, parce que souvent on a l'impression, après ça dépend comment t'as grandi, encore une fois, ton éducation. Mais moi c'était un peu, j'avais toujours l'impression qu'on me reliait un peu trop à mes parents, parce que mes parents sont partis de rien, et grâce à leur courage et leur détermination, ils ont eu une belle réussite. Et au final, moi je suis un peu née quand ils avaient déjà réussi. Et du coup, mon entourage me voyait comme une fille à parents aisés. Et du coup, c'était un peu, bon, bah pour toi, ça sera simple le chemin. Enfin, je veux dire, voilà. Et j'avais besoin d'envoyer un peu chier tout le monde vulgairement en disant, bah non, en fait, je leur demanderai rien et je suis capable d'eux et vous verrez ce que je suis capable de faire. Et oui, l'image des gens était très importante pour moi, en tout cas quand j'étais plus jeune. Et je pense que quand on est jeune, ça l'est plus, que plus tu vieillis, plus t'en as rien à faire. Ça aussi, c'est génial. Mais voilà, j'avais besoin de prouver à tous mes amis qui pensaient que j'étais née avec une cuillère en or dans la bouche qu'en fait, j'avais pas besoin de demander quoi que ce soit à mes parents et que j'avais ce truc en moi qui faisait que je pouvais me débrouiller toute seule. Donc j'ai quitté une vie confortable où tout était prêt et destiné pour moi dans une belle maison avec mes parents pour des futures études que j'aurais pu continuer, que j'ai pas faites, pour une vie de vagabonde à me débrouiller toute seule et me mettre limite volontairement dans la merde parce que voilà, partir avec 1 000 € à l'autre bout du monde, on sait que c'est un peu inconscient. Et en même temps, j'ai été contente d'avoir cet âge-là parce que je pense qu'à 35 ans, si tu m'avais dit bah pars avec 1 000 €, je t'aurais dit bah non, parce que t'as plus conscience des choses. À 23 ans, bah c'est bien d'être inconscient parce que ça m'a permis de faire des choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais été un peu trop consciente. Et en même temps, je pense que la volonté de partir à l'autre bout du monde, ne plus voir les gens que je voyais, que je côtoyais auparavant, était bien plus forte que de me dire que peut-être j'allais être dans la merde. En fait, je pensais pas à ça. Par contre, la deuxième chose que je dis toujours et qui a été vraie dans mon cas, c'est que peu importe, un jour tu rentreras, même que ça soit pour des vacances, ou tu rentres définitivement parce que tu as fini un voyage qui était de courte durée. Moi, je dis toujours, quand tu fais quelque chose, tu lances un boomerang, mais il revient toujours en pleine face le jour où tu reviens. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand je suis revenue, je devais un peu des explications à la terre entière. Alors on pourrait dire, bah non, tu t'en fiches. Oui, mais bon, j'ai des limites quand même. Il faut que je m'explique quand même. Il y a des gens que j'ai... Il faut savoir que quand je suis partie à l'autre bout du monde, j'ai enlevé mes réseaux sociaux. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Oui, je suis vieille. Il n'y avait que Facebook. Du coup, j'avais enlevé Facebook, j'avais changé de numéro de téléphone. J'avais vraiment cette envie de disparaître aux yeux du monde pour rencontrer de nouvelles personnes, où j'aurais un profil vierge et qui puisse juste m'aimer et me juger de qui il voyait tout de suite et pas de mes actes passés, même si finalement ça fait partie de moi. Et j'ai mis du temps à avouer aux gens que j'aimais ce que j'avais fait. Je te donne un exemple, mes meilleurs amis, qui sont toujours mes meilleurs amis, qui sont mes meilleurs amis, qui étaient mes meilleurs amis déjà depuis que j'avais 16 ans. Quand je suis revenue à Paris après ce long voyage de 4 ans, je leur ai dit en pleurant au milieu d'un repas que j'avais finalement trompé mon premier amour, que je l'avais jamais dit, que je me sentais plus qu'une merde, que voilà, que je trouvais que voilà, que j'étais pas bien, etc. Et en fait, elles m'ont regardée et elles m'ont dit, en fait, je t'explique, tu peux faire n'importe quoi dans ta vie, mais n'importe quoi, Amélie, et je donnerai pas des exemples, elles m'ont cité des trucs un peu farfelus, en me disant, on ne jugera non seulement jamais parce qu'on t'aime profondément et c'est un vrai amour sincère qu'on te porte, mais en plus de ça, on sera toujours là. Et pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais parce que même elles, en qui je faisais le plus confiance, je leur avais pas avoué. Donc je me suis enfouie dans un secret qui m'a fait du mal à moi, alors qu'au final, j'aurais pu être aidée même par ces personnes-là, à qui je n'ai dit ça que 7 ans plus tard. Donc finalement, j'ai envie de dire que le fait de devoir être une fille et une femme parfaite en grandissant, parce que j'ai été élevée comme ça, m'a bloquée même dans les gens où j'aurais pu me confier, tout simplement parce qu'il fallait que tout le monde, sans exception, ait une image exceptionnelle d'Amélie. Et ça m'a pourri la vie des années. Mais ça fait très longtemps que c'est terminé. Mais on va dire que ça a été le déclenchement de la nouvelle Amélie. Écoute, j'ai envie de te dire, des fois, on doit passer par des moments un peu compliqués pour se trouver et voir de quoi on est capable, qui on est. Et
que finalement on doit pas être dans un moule, tu vois, et qu'on doit juste être soi-même avec toutes nos facettes. Et je pense que la conclusion aussi, c'est de pas vraiment, enfin, c'est dur à dire, je pense, et c'est vrai que quand plus on grandit, plus le regard des autres, on en fait vraiment abstraction. Mais je pense que le conseil qu'on peut retirer de tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment que le regard des autres, c'est vraiment quelque chose de futile. On ne doit pas se priver de vivre quelque chose à cause de ça, en fait. C'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a encore du progrès à faire là-dessus parce que c'est comme avoir des enfants à tel âge, pas trop tard, pas trop tôt. Tu sais, il y a tout. C'est chiant, quoi. Une femme qui va coucher à droite à gauche parce que elle préfère des relations un peu irrégulières, bah c'est une paix, tu vois, sans dire le mot. Un garçon qui fait ça, bah bon, c'est juste un queutard. Enfin, c'est quand même ancré encore, tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est parce bien que sûr, j'entends bien encore des sûr. phrases et des mots. C'est franchement, et pourtant, j'ai 35 ans et en 15 ans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop d'évolution là-dessus. Et clairement, c'est dur, tu vois, Mm, d'entendre que ça a du mal à passer une étape. Clairement, moi, ça me saoule vraiment, tu vois. mm, Après, voilà. Une fois que tu as fait comme je t'ai dit, une introspection sur toi-même et tu sais qui t'es, tu as plus de facilité à dire merde aux gens, quoi. Et exactement. ça, c'est ton évolution. Et c'est aussi s'entourer de très bonnes personnes. Bien sûr. Ça aussi, c'est dur aujourd'hui. Et quand tu es très bien entouré, il faut rester avec ton bloc initial, on va dire, et faire très attention aux nouvelles personnes que tu rentres dans ta vie. Moi, aujourd'hui, je suis très sauvage, alors que je suis une fille très extravertie de base. Mais moi, je suis très solaire. Je vais te faire rire toute la journée. On va rire, on va se taper des barres. On va devenir copine en 2 minutes. Par contre, pour que tu saches ma vie privée et que je me confie et qu'on soit réellement des amis, je peux te dire qu'il va falloir courir très longtemps. Voire pas, parce que finalement, aujourd'hui, je suis gâtée par mes meilleurs amis que j'ai depuis maintenant. Je crois que Mm, enfin voilà, ça fait 10-15 ans que j'ai mes meilleurs amis. Et c'est pas méchant, mais j'ai plus besoin de plus, en fait. Je suis rassasiée en amour, en amitié, et je suis nourrie, et tout se passe mm. très bien, en fait. Maintenant, limite, j'ai peur du nouvel élément qui peut me faire du mal, parce que comme toute personne, je pense, qui écoutera ce podcast, il se reconnaîtra forcément. T'es déçu en amour, t'es déçu en amitié, mais moi, l'amitié, quand je suis déçue, je pleure comme si c'était une rupture amoureuse, hein. Je te dis la vérité, hein. Donc non, je veux pas m'infliger ce mal. Donc plus je me préserve et mieux je me porte aussi. Voilà. Sans être parano, évidemment, mais en fait, il faut juste imposer des limites et les respecter. Bien sûr. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que bah, c'est clair que c'est vraiment hyper précieux d'avoir un cercle d'amis, tu vois, qui est présent depuis des années, en qui on peut avoir confiance, avec qui on sait qu'on peut être soi-même sans jugement. Et ça, c'est vraiment une force incroyable qu'on peut avoir. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance. Mais en tout cas, c'est super que toi, tes amis qui soient là depuis tant d'années. Et la preuve, c'est que quand tu leur as avoué tout ce que tu avais vécu et ces dernières années, elles n'ont jamais émis aucun jugement sur ce que tu as fait. Et tu vois, c'est la preuve que tu peux compter sur elles et qu'elles seront toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, quoi. Oula, oui, c'est du béton, hein. Tu sais, j'ai 35 ans, donc quand je dis 15 ans, imaginez, c'est même plus. Je les ai rencontrés, j'avais 15-16 ans. Voilà, et j'ai un meilleur ami garçon, j'ai rencontré, j'avais 23 ans. Quand j'ai eu ma séparation, j'ai rencontré un garçon au ski. C'est drôle. Et en fait, c'est devenu mon meilleur ami, c'est mon pilier aussi. Et c'est un garçon, et on est H24 au téléphone, je l'avais encore tout à l'heure. Et ça aussi, je pensais que les amitiés garçon-fille, ça n'existait pas. Beaucoup pensaient qu'on était ensemble en sous-marin, alors que jamais il s'est rien passé entre nous. Ça aussi, les jugements, on en a eu, oh là là, à foison. Ça aussi, c'est chiant. On peut pas être ami avec un garçon alors qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Donc imaginez les gens qui peuvent dire, ah non, mais c'est sûr, ils couchent ensemble, etc. Ça aussi, on en a mangé. Et aujourd'hui, je suis aussi proche de sa femme et de ses enfants que de lui. C'est vraiment une famille qui est mes meilleurs amis. Alors maintenant, on dit plus ça parce que super, j'ai trouvé un mari et un enfant, donc il n'y a plus cette rumeur, alors que ça veut rien dire. Il faut vraiment juste vivre tes relations à fond et tu t'en fous de ce qui se dit autour de toi, quoi. Exactement. Écoute, ben, merci pour tout ce partage et je pense que c'était important d'en parler. Donc, bah, je suis contente qu'on ait abordé ces sujets-là, tu vois. Avec plaisir. Et du coup, avant de rencontrer ton mari, Oui. dans quel état d'esprit tu étais? Oula, je venais de me séparer d'une relation de 3 ans, qui était une belle relation avec un garçon. Moi, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu que des garçons, en tout cas ceux avec qui j'ai été en couple. Enfin, moi, on va dire déjà, de base, j'ai toujours été en couple. J'ai jamais eu de petite durée parce que j'aimais pas ça. J'ai le feeling ou je l'ai pas.
C'est un peu comme en amitié. J'ai le coup de foudre ou je l'ai pas. Et j'arrive pas à faire un in between. J'arrive pas à faire du gris, moi. C'est du blanc ou du noir. En tout cas, je suis pas faite pour les relations temporaires. Que ça soit 1 nuit ou 2 mois, ça me gonfle. Alors évidemment, ça m'est déjà arrivé de faire 2 mois, mais j'étais en couple et au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que je l'aimais pas. Voilà. Enfin, limite, je demande pas aux garçons est-ce qu'on est en couple, ça se fait naturellement. Je pense que j'appelle aussi ce truc-là où voilà, je suis un peu une fille, soit je me casse, soit je reste seule. Ça me dérange pas d'être seule aussi parce que c'est pas toutes les femmes pareilles. Et moi, j'aimais beaucoup ma solitude parce que j'ai appris à être seule, surtout en voyage, et ça m'a pas posé de problème d'être 2 ans et demi seule. Voilà, c'était très très bien. Et j'en avais besoin de toute façon après une longue relation et je regrette pas du tout, bien au contraire, j'avais rien envie du tout. Donc on va dire que juste avant Dylan, j'ai une relation de 3 ans qui était avec un garçon très bien parce que je voulais dire que je suis vraiment bien tombée dans ma vie. Alors peut-être aussi que j'attire des gens bien et tant mieux. Mais j'ai eu un garçon très bien dans ma vie. Mais ce garçon-là, en espérant qu'il va pas écouter ce podcast, parce que ça fait jamais du bien de l'entendre, mais j'adorais ce qu'on vivait ensemble. Mais c'était plus mon meilleur ami que mon amoureux. Clairement, voilà, je vais la faire courte. C'était mon âme sœur au niveau amical. On se tapait des barres, on passait des moments incroyables. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas amoureuse. Mais de toute façon, je le savais depuis longtemps, pour plein de choses. Et en fait, il me demandait d'avancer dans notre relation, de se marier, d'avoir un enfant. Et je lui donnais pas ça et je retardais un peu l'échéance. Et un jour, ma sœur, avec qui je suis très proche, j'ai une grande sœur de 13 ans de plus que moi, qui a vu du coup un peu plus la vie que moi avant moi, c'est un peu pratique, qui me dit un soir sur son canapé, écoute ma sœur, tu devrais te poser une question. Très bonne question d'ailleurs, je la dis là comme ça, les gens pourront se la poser. Tu ne veux pas d'enfant ou tu ne veux pas d'enfant avec lui? Je me suis couchée avec cette question, je me suis réveillée et je l'ai quitté. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Ça a été très dur pour lui. Ah ouais, t'as eu la révélation. Pas parce que je connaissais la réponse. Parce que quand tu veux aller plus... Enfin, quand quelqu'un te demande de te marier et de faire un enfant et que tu mets du temps, c'est... Bon, à part si vraiment t'as un projet pro, machin, t'es bloqué, etc. Évidemment. Mais si rien n'est bloqué, que tout est OK et que tu dis pas oui, et que t'arrêtes pas la contraception, c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est quelqu'un avec qui je me voyais pas dans le futur pour plein de raisons que je garderai pour moi parce que c'est sa vie privée à lui par contre. Mais ouais, il y a des choses qui étaient un peu un blocage pour moi dans sa vie où il y avait des croix rouges en fait. Voilà. Ok. Plus le fait que j'étais pas folle amoureuse, je pense, mais je l'ai aimé évidemment parce que sinon je serais pas restée 3 ans avec lui. Et voilà, c'était juste avant Dylan. Ok. Et du coup, comment s'est fait cette rencontre avec Dylan ? Alors 2 mois après ma séparation, sachant que moi j'étais en roue libre dans le sens où je me suis dit ah ça y est 3 ans de relation, là j'ai envie d'être seule, laissez-moi tranquille, je souffle, moi j'adore être seule. Surtout quand j'ai passé 3 ans avec quelqu'un, hop c'est bon, laissez-moi tranquille. Ok super, et je dis à ma sœur de toute manière, ma sœur qui est une amoureuse de l'amour et qui est avec quelqu'un depuis 18 ans et qui est folle amoureuse, même au bout de 18 ans. Chose qui pour moi est exceptionnelle. Ceux qui m'écouteront peut-être comprendront. Et donc du coup, je lui dis, écoute, moi je vais pas te faire plaisir, mais je ne crois pas en l'amour éternel. Je ne crois pas, bon j'y crois toujours pas trop, je pense pas qu'on puisse passer toute une vie avec la même personne, mais ça c'est un autre sujet. Je pense que, en tout cas, je crois pas en tout cas, en fait je lui ai dit, j'ai aimé vraiment, j'ai été folle amoureuse de mon premier amour, ça ne m'était jamais arrivé une autre fois de retomber amoureuse à ce point, les papillons, les sensations que j'avais ressenties avec mon premier amour où il me touchait la main, j'avais des papillons, vous connaissez, son odeur, t'as hâte de le retrouver le soir, ça moi je connaissais pas. Toutes les relations que j'avais vécues, j'en avais aucune où j'étais en transe sur la personne, parce que vraiment tomber amoureuse pour moi c'est ça, j'en avais rien à faire. Enfin, j'abuse, mais on va dire, je prenais la relation et j'apprenais à aimer, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est tu me donnes ton CV et puis au fur et à mesure, je t'aime bien, quoi. Et puis tu me fais rire et puis t'as la tchatch et puis on vit des bons moments, bah pourquoi pas. C'était horrible, mais c'était ça. Ma vie a été ça pendant de 2013 à ma séparation jusqu'à 2021 quand j'ai rencontré Dylan. Et en fait, Dylan, histoire très drôle quand même, qui n'est pas commun, c'est que c'est le cousin du mari de ma sœur, pour ceux qui ne suivent pas. Ma sœur a un mari et il a un cousin, il en a plein. Et donc, un de ses cousins, c'est du coup mon compagnon, Dylan, mon mari Dylan. Et du coup, en fait, si vous voulez, il y a plein de cousins dans la famille de mon beau-frère. Et donc, ils s'étaient un peu perdus de vue parce qu'ils sont tellement nombreux dans leur famille, 6-7 enfants par maman, vous avez compris un peu le concept, que du coup, ils s'étaient pas vus depuis longtemps. Et en fait, il l'a invité à son anniversaire de ses 40 ans, mon beau-frère. Et donc, on s'est vus à l'anniversaire le 14 juillet 2021, le jour de la fête nationale, super, à l'anniversaire de mon beau-frère, donc chez ma sœur et mon beau-frère.
avec une grande fête, plein d'invités, toute la famille. Et donc Dylan arrive, c'est très kitsch mais c'est vrai, sur une moto dans la cour de chez ma sœur et mon beau-frère. Il arrive, il enlève son casque. Moi je le vois et je regarde une des cousines du coup de Dylan et de mon beau-frère, qui sont une cousine commune forcément, avec qui je suis très proche, parce qu'il faut savoir que ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble, donc je connais toute la famille finalement de mon mari avant de le connaître. Et je lui dis, il est canon, c'est qui? Il me dit, bah c'est notre cousin Dylan. Et je dis, bah je l'ai jamais vu. Voilà, ça a commencé comme ça. Ah non, j'adore. Et en fait, pendant l'anniversaire, on s'est pas lâché. C'est-à-dire que lui savait qui j'étais parce que, bah, en fait, comme on est de la même famille, ça fait très bizarre de dire ça. On n'a aucun lien sanguin, je préfère le dire. Je suis la sœur. Non, mais parce qu'il y en a, quand je dis de la même famille, vous avez compris, quoi. On a 0 lien parenté, ok? C'est clair, c'est très clair. Mais en clair, tout le monde savait que Eve, ma sœur, avait une sœur et que du coup, il savait que j'étais la sœur de la femme de son cousin parce qu'on en entend parler, peut-être il m'a vu sur les réseaux, etc. Mais il m'avait jamais vu en vrai. Et donc, il me l'a dit bien plus tard. Lui a eu un coup de cœur, voilà, en tout cas physique, parce que je pense que déjà, un premier contact visuel, on est un peu des animaux, hein, les êtres humains, donc c'est physique. Voilà, je pense que déjà, on sait plus tout de suite. C'était clairement mon style d'homme. On sort pas forcément avec son style d'homme, hein. Je suis pas sortie qu'avec ce genre de garçon. Mais en tout cas, dans mes rêves, c'était mon style d'homme. Moi, j'aime les bruns barbus, un peu ténébreux. Voilà, j'aime pas les blonds blancs aux yeux bleus, tu vois. Donc du coup, voilà, la moto, c'était un plus, hein, parce que moi, je suis fan de sensations fortes. On va dire vraiment tout le kitsch, hein. Il m'aurait sorti la guitare, c'était ok. Non, je rigole. Mais voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, on s'est pas lâché de l'anniversaire de ma sœur. Et ça a été un vrai coup de foudre. On se le dira plus tard, évidemment. Mais ça a été... c'était logique, c'était fluide, c'était normal, c'était comme si ça devait se passer. Moi, je croyais plus du tout au véritable amour. Et c'est la première fois de ma vie, depuis mon premier amour, où je retombais amoureuse. Et que c'est la première fois de ma vie où j'ai pas eu besoin de comparer les sensations que j'avais eues avec mon premier amour. Parce que je comparais toujours tout le temps avec ce que j'avais ressenti la première fois. Et bizarrement, c'est comme ça que j'ai su que c'était lui, c'est que j'ai plus rien comparé tellement c'était 10 000 fois plus fort. Et je me suis jamais dit, oh, est-ce que c'est pareil ou... Ah non, je savais, en fait. Si je peux donner une indication, c'est que c'était automatique. Et du coup, je me suis dit, ok, si c'est pas lui, le père de mes enfants, je sais pas qui ça sera. En clair, c'était un peu ça dans ma tête. Okay. Et lui, apparemment, a pensé la même chose. Et histoire très drôle, parce que tu ne sais pas, mais je vais te donner un peu un truc très drôle, c'est que Dylan, quand je l'ai rencontré, donc à ce fameux anniversaire, je lui demande son âge, son métier, tout ça, bon, tu connais quand on se rencontre, quoi. Et il me dit qu'il a l'âge que je veux. Et donc cette phrase m'a interpellée. Je lui dis, mais en fait, si tu me dis que t'as l'âge que je veux, ça pue un peu, il y a un problème. Au final, il me dit pas son âge de toute la soirée et pendant l'anniversaire, il me dit: «Bah, t'as envie de faire un tour en moto, t'aimes ça?» Donc en fait, on s'est éclipsé de l'anniversaire, on a calculé personne, on a fait un tour en moto pendant 1 heure et demie, tellement que les gens, ils ont compris ce qui se passait entre nous, qui nous ont applaudi quand on est partis sur la moto ensemble. C'était honteux. Ah oui. Ah oui, oui, non mais tout le monde a compris ce qui se passait. Tout le monde a fait une photo de ce moment-là, que j'ai d'ailleurs et que j'adore, parce qu'ils nous ont pris en photo quand on montait sur la moto tous les deux et c'est ma plus belle photo de nous deux, puisque c'est la toute première, avant qu'il se passe quoi que ce soit. J'adore. Ouais, c'était magnifique. Et en fait, on était dans notre bulle, en fait. On a calculé personne. C'est limite, on n'était pas présent à l'anniversaire. Quand on est revenu, on n'arrivait pas à se quitter. Et l'anniversaire se termine et il me dit bon, bah, tu rentres chez toi. Et je lui dis j'invente que j'ai bu un peu trop de verre pour rentrer avec ma voiture toute seule, pour qu'il me raccompagne en moto. Oui, je sais, c'est une technique pourrie, mais ça a fonctionné. Voilà. Et du coup, il me dit ah ça oui, il y a pas de problème, mais j'ai pas de deuxième casque. Donc il va voir ma sœur pour lui demander un casque de moto parce que ma sœur a une moto avec mon beau-frère et elle dit bah non, mais demain elle commence à hésiter, on a un rendez-vous, ça va être compliqué. Et là, il commence à péter les plombs, il fait non mais vous avez pas compris qu'elle voulait que je la raccompagne et que je veux la raccompagner? La honte de ma vie. Mais c'était tellement drôle et c'était tellement franc en même temps, en vrai, en vrai. Donc en fait, c'est un truc con, mais en fait, c'est une qualité de Dylan, ça, c'est qu'il va dire des trucs que t'oses pas dire devant les gens. En fait, c'est exceptionnel. Et du coup, il m'a absolument gênée au possible, mais c'était tellement bon et drôle. Ma sœur a fait ah d'accord, tiens, je te le donne, t'énerve pas, y a pas de problème. Et du coup, elle lui a donné le casque. Et du coup, on est rentré chez moi.
Et du coup, il m'a raccompagnée. On est resté devant chez moi à parler pendant 1 heure et demie, 2 heures, et je suis rentrée. Voilà. Et ce qui est drôle, sans être drôle, là-bas, il y a un petit lac, donc on était sur le bord du lac, et je lui dis désolée, mais j'aime pas trop faire rentrer les gens chez moi. Moi, je suis un peu chiante à l'ancienne quand même, faut le dire. Et je lui dis, bah écoute, je sais pas si on se reverra, mais j'aimerais quand même te préciser que ça serait bien que tu tombes pas amoureux parce que enfin, genre, je suis pas dans le mood, quoi, de faire une relation. Mais en fait, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais parce qu'en fait, j'ai même pas calculé ce que je ressentais à ce moment-là. Et je pense que j'ai voulu me protéger d'une certaine manière. De quoi? Je sais pas. Peut-être de l'amour, tout simplement. Je pense que j'ai pas digéré les émotions que j'ai passées dans cette soirée. Et en fait, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, il m'a dit, je pense que c'est toi qui devrais faire attention de pas tomber amoureux. Je lui dis oui, oui, c'est ça. Et j'explose de rire, genre. Et je rentre chez moi. Vraiment, mais la vieille meuf au possible. Mais c'était horrible. Horrible. Mais je sais pas, j'ai voulu me donner un genre, mais nul, mais nul. C'était horrible. Horrible. Donc ça, c'était la première soirée. Ok, j'adore. Et du coup, la suite, comment ça s'est fait? Comment vous êtes retrouvés, revus? Alors pendant cette soirée, j'ai parlé de mon voyage, du fait que j'avais habité au Cambodge pendant 2 ans. Il était vachement impressionné de tous les voyages que j'avais faits. Ça met quand même une femme dans une case quand même. Enfin, quand tu racontes que tu as fait 4 ans à l'étranger, que tu as ton appart, que tu as ton métier, que tu habites à Paris, que tu as ton entourage, que voilà, enfin ta vie ça y est, elle est sur un socle solide. Mais bien sûr, il connaissait pas tout ce que je viens de raconter. Bien évidemment, j'ai pas raconté mes faiblesses, j'ai pas raconté les soucis que j'avais eu des soucis familiaux, il savait absolument rien du tout, je lui ai caché tout ce qui était un peu sombre, je lui ai raconté tout ce qui était ensoleillé en fait, et je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne chose, je dis que chacun fait comme il veut, mais de toute manière, va falloir y venir à ce qui fait que tu es celle que tu es aujourd'hui. Forcément, un jour, il va falloir le dire. Mais j'avais encore beaucoup de pudeur là-dessus. Parce que quand je suis revenue de l'étranger, j'avais ce truc où j'aimais pas que les gens sachent. Moi, je suis quelqu'un de hyper drôle, extraverti. Je suis un peu le clown de la soirée. Alors là, pour faire rire tout le monde, c'est cool. Mais pour me confier, faut attendre, quoi. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Enfin, me dévoiler à quelqu'un, c'était compliqué. Et en fait, comment te dire, le lendemain de cette soirée, déjà, pour répondre à ta question, Dylan est allé chez ma sœur dans sa boutique, parce que ma sœur a une boutique, elle est patronne, et il allait dans sa boutique pour soi-disant lui dire bonjour. Et ma sœur m'envoie un message, moi je suis au travail, et elle m'envoie une photo de ses jambes parce qu'il était assis sur une chaise juste en face d'elle, et donc elle allait pas le prendre en face to face, quoi. Et elle me dit, regarde qui est là. Et moi je vois que des jambes sur un siège, je comprends rien. Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Elle me dit, bah en fait, elle me dit, c'est Dylan, mais je te rappelle après. Et je comprends rien en fait. Et elle m'appelle juste après et elle me dit, mais tu lui as fait un truc de ouf. Il est venu, il m'a dit, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais voilà quoi, je fais que penser à elle, faut que je la revoie. Elle m'a même pas donné son numéro. Enfin voilà. Waouh! Il dit, bah écoute, elle travaille à ma sœur, la grosse balance, hein, bien sûr. Oui, le mec hyper motivé, déterminé. C'est comme ça qu'on a une femme, les hommes, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Et en fait, ma sœur lui dit, bah elle travaille à tel endroit, de telle heure à telle heure. Tu peux aller la chercher. L'emploi du temps. Voilà, super. Voilà mon emploi du temps. Donc le mec vient en moto devant ma boutique. Ah ouais. Et en fait, moi, à 19h30, quand je ferme la boutique, parce que je travaille dans une boutique, un commerce à Paris, et là, à ce moment-là, je ferme la boutique et je vois quoi? Un mec assis sur sa moto en face, sur le trottoir d'en face, quoi. J'ai le cœur, il s'emballe à 10 000. Vraiment, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, j'étais pas bien du tout. Et tous mes collègues, Tu t'y attendais pas? bah pas du tout. Ma sœur m'a pas dit qu'elle lui avait dit où je travaillais, à quelle heure je travaillais. Enfin voilà, je savais pas moi qu'il allait venir. Et en fait, j'étais pas bien du tout. Et je sors de la boutique et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, bah, je viens te chercher, on va passer une bonne soirée. Je lui dis, mais j'ai pas compris là. Il me dit, bah, tu m'as parlé du Cambodge et tout, que t'habitais là-bas. Moi, j'ai prévu une soirée avec un petit thème. Vas-y, juste ferme ta bouche, laisse-toi aller, quoi. Ah ouais, Ok, entreprenant. bah vas-y, tu vois. Ouais, franchement, entreprenant, ouais, entreprenant de fou. Écoutez bien ça, les mecs, hein, on adore ça, les mecs entreprenants. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait craquer, clairement. Tu sais ce que tu veux, bah ok. Ok, on va en discuter. Et du coup, je monte sur sa moto et là, on part au restaurant. Alors, faut savoir, histoire croustillante ou pas, quand je monte sur sa moto et qu'on s'en va, je croise le regard de mon ex qui était juste devant, enfin, en tout cas, un peu derrière la boutique, en fait, et qui, je pense, voulait me parler parce qu'il essayait de me récupérer. Donc, je croise son regard en m'en allant en moto d'un mec Ah non, voilà, c'est la scène de qu'il film. connaît pas. C'était
Génial! OK. J'ai adoré ce moment. Voilà, j'étais hyper gênée parce qu'il a dû voir qu'un mec m'attendait, il a vu que je lui parlais, donc il a dû se recacher derrière un mur et voir ce qui se passait, quoi. Enfin bref, c'était horrible. Donc c'était horrible, enfin pour lui, je pense, j'imagine. Bon après, il Ouais. m'a cru parce qu'on a eu une discussion parce qu'il a pensé que je le quittais pour un autre, ce qui était vraiment pas le cas pour le coup parce que je n'ai Mmh. jamais retrompé depuis mon premier amour. Ça m'a bien appris un truc, c'est que ça m'avait fait plus de mal à moi presque qu'à quelqu'un d'autre. Donc je n'avais plus jamais réitéré cette chose-là. Et du coup, j'ai juré sur tout ce que j'avais de plus cher que je le connaissais pas, quoi. Je l'ai rencontré 2 mois après. C'est faute de c'est pas de chance, quoi, c'est sûr. Il est même allé voir ma sœur qui lui a juré que je l'avais jamais vu avant, quoi, parce que bah, c'est dur aussi, c'est normal que tu te poses des questions quand quelqu'un te quitte, ça je peux pas lui en vouloir. Donc Bah ça oui. c'est une aparté, mais c'était dur quand même de Mmh. croiser son regard, le pauvre, enfin voilà, moi c'est bon, c'était fini, c'était fini. Et du coup on a passé une soirée, il m'a emmené dans un restaurant cambodgien pour la petite astérix à mon histoire de voyage, qu'il avait bien écouté. Ça aussi les mecs on adore, ce qui est aussi drôle c'est que pendant le restaurant on n'arrive pas à manger, alors que c'était super bon. Mais en fait on se dira tout ça bien après, on avait le ventre tellement noué qu'on n'arrivait pas à manger. Voilà, et c'est un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie, de ne pas manger un poulet curry. Ce n'est pas possible de faire ce genre de choses. Et on a quasiment tout laissé dans l'assiette. Mais on se dira bien plus tard on n'était pas bien. En fait, on était Mmh. tellement sous tension de regard, on était moite des mains, c'était n'importe quoi. 2 enfants de 14 ans, surtout moi, je pensais pas que j'en étais à ce point. Et donc après, il m'emmène dans un speakeasy, un bar caché dans Paris. Et après, alors vraiment, en plus une Parisienne, il fait ça avec une Parisienne. Et après, il m'emmène devant la tour Eiffel à manger une crêpe au Nutella. Et c'est là où on s'est échangé notre bisou, qui était clairement tout ce qu'on attendait depuis 4 heures. Hein, parce que t'arrives pas à boire, t'arrives pas à manger. Tu te dis, c'est quand que ça va se passer, quoi. Ouais. Et du coup, le soir, il m'a ramené à la maison, chez moi, à mon appart, et je lui ai proposé de monter pour discuter toute la nuit, comme tu ferais de quelqu'un que tu viens de rencontrer, dont tu as un crush. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est monté à la maison, on a parlé pendant des heures, et en fait, il s'est endormi chez moi, et on a passé la nuit les bras dans les bras, sans qu'il se passe rien, et on était explosés le matin pour aller bosser. Il s'est levé en sursaut pour aller travailler, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de se quitter, comme je pense toute personne amoureuse. Et à ça, il y a quand même un astérix qui est très important, c'est que il m'a dit qu'il fallait qu'il me dise qu'il avait pas l'âge que je pensais. Ah oui, le fameux âge. Et je lui dis mais voilà le fameux âge. Et je lui dis mais t'as quel âge? Il me dit bah je sais pas, à ton avis. Et je lui dis bah je sais pas, tu m'as dit 28 ans, donc moi à l'époque j'avais 30 ans. Je lui dis bah je sais pas, je dirais je sais pas 27. Non, 25. Il me dit non, et il avait 22 ans. OK. Donc ça te faisait 8 ans. Moi, ça m'a tuée. Parce que déjà, je suis jamais sortie avec un Ouais. garçon plus jeune que moi. Et là, Amélie, avec ses principes de merde, est tout de suite revenue à la charge. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mec plus jeune? Ça va pas ou quoi? Non, mais n'importe quoi. Et donc, j'ai commencé à appeler ma sœur, à lui dire que c'était pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec un jeune de 22 ans? Il a rien vécu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'ai besoin d'un homme, un mec mature. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, t'es complètement mais chiante au possible. T'es un enfer. Tu te laisses pas vivre. Tu te demandes pourquoi tu tombes pas amoureuse, mais tu fais rien pour kiffer ta vie. Et ben, reste seule, adopte un chat et nous fais pas chier. Voilà exactement ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit, ben finalement, elle a raison, tu vois. Enfin, genre, je suis vraiment con. Enfin, tu vois, pourquoi genre je me mets une pression comme ça à toujours vouloir la chose parfaite avec les valeurs que je m'étais mis, avec l'idée que je m'étais mis en tête, parce qu'en final c'est des idées que tu te mets en tête, un mec de mon âge qui gagne sa vie, qui fait ci, qui est courageux, qui sait ça. Et en fait du coup bah j'ai laissé tomber un peu tout ça et je me suis laissée aller dans cette histoire et j'ai eu raison de le faire, la preuve. Mais en tout cas j'ai dû digérer la nouvelle. Ouais. Parce que vous aviez 8 ans d'écart, quoi. C'est exactement ça. Mais au final Dylan il était beaucoup plus mature que moi. Ça voulait rien dire. Alors je pense que, l'âge c'est tout un truc. Je pense que oui, comme tu dis, on se fait souvent une idée de, être avec un homme plus jeune, c'est pas possible, il faut être avec un homme plus vieux, mature, qui sera plus mature, qui sera posé dans sa vie et tout. Mais en vrai, alors j'ai jamais eu une expérience avec, un homme plus jeune, mais de ce que je peux voir autour de moi, c'est pas forcément la vérité. C'est pas que déjà les hommes, s'ils sont plus vieux, c'est pas forcément les plus matures. Donc ça veut vraiment rien dire. Et puis bon, l'âge en vrai, c'est un détail, quoi. C'est un détail, oui,
Mais je peux comprendre qu'on se pose des questions générationnelles parce que, je sais pas, c'est rien, mais tu vas parler de musique, il va pas connaître ce chanteur parce qu'il est mort quand il avait 4 ans, tu vois? Et là, tu dis: «Oh Mmh. purée, oh non, pas ça». Tu vois? Bon, c'est rien ça c'est des détails. Mais par contre, ça peut être problématique si, encore une fois, j'aime pas faire des généralités, mais si, tu rencontré que des mecs de ton âge et qu'ils étaient pas trop matures et que tu te mets avec un mec de 22 ans, tu te dis: «Putain, quelle est la proba que le mec soit mature?» Tu te dis: «Elle est faible par rapport à ta propre expérience». Mmh. Moi, celui qui était juste avant Dylan était plus vieux que moi. Donc c'est aussi pour ça que je m'étais dit: «Putain, il faut vraiment que j'ai plus vieux pour avoir un mec un peu, mature et qui puisse un peu qui a un peu de l'expérience de vie, quoi». Moi, ce que j'avais peur, c'est que Dylan, il ait pas assez d'expérience de vie, que ça soit au niveau des filles, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau juste de la vie, point, en fait. Et j'avais envie qu'il profite, j'avais pas envie d'être son premier amour, merci, je sais ce que ça a donné. J'avais pas Mmh. envie d'être la première fille avec qui il se met en couple, enfin, tu vois? Et du coup, on a dû se poser plein de questions par rapport à ça et en fait, j'ai remarqué qu'il avait vécu avant moi, qu'il avait eu des relations, qu'il avait, créé sa société jeune, que du coup, ça lui demandait une certaine maturité que tu peux pas avoir, si tu commences un peu comme moi j'ai commencé à être employée pendant des années. Mmh. Le mec, quand même, il en veut, il a créé sa boîte, il était à fond dedans, il se lève à 5 heures du matin. Moi, un mec courageux, clairement, ça me on dit toujours que c'est un besoin d'admirer la personne avec qui tu es et clairement, il avait toutes les cases de cocher pour que je l'admire, ce garçon, en fait. Parce qu'il était hyper courageux, qu'il a pas eu une enfance incroyable, et que, c'est un mec, qui est top, quoi. C'est un mec qui est contre la cigarette, qui fume pas, qui boit pas. Je te dis pas que c'est ça, hein, la meilleure vie, hein, je veux dire, c'est pas ce que je dis, tu vois? Mais je te dis juste qu'il s'est mis des règles de vie qu'il respecte à fond et moi, je suis hyper admirative de ça. Il a pardonné des choses de sa vie impardonnables que je sais même pas moi-même si j'aurais pu pardonner, tu vois? Et ça, pour moi, c'est de la maturité déjà, tu vois ce que je veux te dire? Et il m'a vachement fait grandir, il m'a fait évoluer. Et ça aussi, hein, moi, je dis toujours, ma sœur, elle m'a appris un truc et que j'adore, et que je dis toujours, et que j'adore dire à mes amis, Mmh. être en couple, c'est être une équipe. Mmh. C'est pas être un seul, tu vois. Genre quand ils disent oui, on fait qu'une personne. Non, merci, j'ai mon identité, j'ai mes amis, j'ai mes sorties. Moi, je suis pas le couple fusionnel qui reste 24/24 avec mon mari. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin d'aller voir mes copines, j'ai besoin de passer 1 heure au téléphone avec un tel. Enfin voilà, s'il me laissait pas faire ça, on serait pas ensemble. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai besoin de ma liberté. Je me la suis offerte. Personne me la reprendra. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis sentie assez emprisonnée pendant trop d'années pour plein de choses, de principes familiaux, de choses qu'on m'a faussement inculquées, qui pour moi n'étaient pas, en tout cas pour ma part, n'est pas les bonnes directions, en tout cas de vie que tu peux donner à un enfant. Moi, voilà, enfin, en tout cas, je parle sentimentalement parlant, hein, parce que sinon, bien sûr que niveau politesse, niveau courage, faut se lever pour aller bosser et tout, ça, j'ai pas Bien manqué. sûr. Mais alors, par contre, pour tout le reste, on m'a rien appris, tu vois. Démerde-toi niveau amour, démerde-toi si ça va pas. Tu vois, enfin, il y a des choses où moi, je me dis qu'avec mon fils, je parlerais beaucoup plus, tu vois. Les relations amicales, les relations amoureuses, en fait, c'est ce qui fait le plein dans notre vie, tu vois. Autant que le job, autant que, tu vois. Donc, en fait, il y a des choses comme ça où tu mets ça à la trappe en disant oui, c'est pas important. De toute façon, voilà, notre enfant, il faut juste qu'il réussisse, qu'il gagne sa vie. Mais en fait, c'est pas ce qui te rend heureuse. Moi, je suis en train de dépenser tout mon argent pour faire un tour du monde. Il va pas me rester un rond à la fin. Enfin, je veux dire, et je suis la plus heureuse du Mmh. monde. Et j'ai pas acheté de maison. Et ça se passe très bien dans ma vie, en fait. Ça dépend à chacun. Tu vois, ma sœur, elle a acheté une belle maison, elle a acheté une boutique. C'est son rêve. Bah, moi, mon rêve, c'est de faire la même chose avec cet argent, mais faire un tour du monde de presque 2 ans. Voilà, on est hyper raccord parce qu'elle me souhaite tout le bonheur du monde en comprenant que c'est mon rêve. Et moi, je lui souhaite tout le bonheur en comprenant que c'est mon rêve. Et moi, son rêve, ça me fait pas rêver. Et moi, mon rêve, ça la fait pas rêver en fait. Mais c'est juste que les parents, ils pensent que leur rêve, c'est le rêve de leurs enfants. Et ça, c'est un gros problème. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, par exemple, mon rêve, ça serait que mon fils, il soit, bah évidemment, si tu regardes mon profil, ah ben j'aimerais trop que ça soit un vagabond. Ah bah s'il me dit demain, je m'achète un berger allemand, je reste dans ma maison et je sors pas pendant 20 ans, ah bah ça va me faire chier. Mais en vrai, si lui, il est heureux comme ça et qu'il me dit, maman, c'est comme ça que je suis heureux, et ben je fermerai ma bouche en fait et je lui dirais, c'est quoi mon fils, t'as raison, c'est le principal. Mais bon, tu veux pas qu'on fasse un petit voyage quand même? Non, non. Mmh, Bon, OK. voilà. Je comprends. Ça dépend complètement des gens. Je dirais que le plus important, c'est de s'écouter et de suivre tes rêves et tes volontés. Et du coup, donc là, tu apprends l'âge de Dylan. Vous avez 8 ans d'écart. Ça te refroidit un peu et tout. Ta sœur te fait, le discours, et cetera. Qu'est-ce qui te passe après? En fait, il s'en passe énormément des choses. Donc, on se met ensemble en 2021. Cet homme va changer ma vie. Vous êtes mis ensemble,
Vous avez fait la soirée, vous êtes embrassés, il t'a dit, Non, et pour nous, on s'est embrassés, on était ouais, ensemble. Lui, il attendait un peu mon accord, genre, est-ce qu'elle va pas me jarter parce que j'ai 8 ans de moins? Lui, il attendait un peu mon go, OK, quoi, mais tu c'était vois? évident. Mais pour lui, c'était une Ouais, évidence. Moi, c'était une évidence, mais j'étais en mode, j'ai peur. Mais moi, j'ai toujours peur de tout. Dylan, c'est un fonceur, il a peur de rien. Tu peux avoir 10 ans de moins, 10 ans de plus, il a rien à foutre. Lui, c'est un carpe diem, il vit ce qu'il a à vivre, en fait. Après, je trouve que c'est un peu garçon, quand même, comme mentalité, plutôt qu'une fille. Après, moi, je suis une vierge du 1er septembre. Donc, moi, j'ai des to-do list pour tout. Lui, c'est vas-y, on y va, on se casse la figure. C'est pas grave, tu vois. Moi, on perd 50 balles parce qu'on a fait une connerie. Je vais en parler pendant 2 jours. Lui va dire, c'est pas grave. On gagne d'un côté, on perd d'un autre. C'est la vie, en fait. Tu vois. Mais c'est bien parce que du coup, ça nous a vachement complété. Donc lui, il était prêt, c'est bon. Lui, il voulait vivre sa vie. Il était prêt, il était trop prêt pour moi. Trop prêt, je te dis la vérité. C'est moi qui avais 30 ans. Il était trop prêt pour moi. Il m'a fait peur. Bon, après, il m'en faut pas beaucoup pour avoir. Mais après, moi, je suis hyper indépendante. J'avais mon appart sur Paris, j'avais mon appart en banlieue. Tout m'appartenait. J'ai jamais vécu avec un homme à part mon premier amour et Dylan. Donc, si tu veux, pour moi, c'était ouh là là, on est en train de venir dans ma bulle. Voilà, je suis pas bien. Je me sens pas mmh, bien. Tu vois? Genre ouais, vraiment la panique pour rien. Alors que la fille attend quand même d'être amoureuse, et quand elle est amoureuse, elle fait chier, tu vois? Genre, très logique la meuf, tu vois? ça fait partie de la vie. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'après Dylan, il est tout le temps chez moi et au final, il me dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce que, on s'installe chez toi? Est-ce qu'on prend un appart ensemble?» Parce que bon, lui, c'était compliqué, il avait un appart, mais il était en train de redéménager chez sa mère pour reprendre un appart, ça tombait bien entre guillemets. Donc du coup, on va dire que ça s'est fait naturellement, Mmh. il est venu vivre chez moi. Mais alors je peux te dire que ça a été une négociation. Bon, pas de longtemps en vrai, hein, parce que j'étais amoureuse, hein, on va pas mentir, hein. Au bout de 2 mois, il vivait chez moi. Mais j'étais pas bien, tu vois? Et puis ma sœur, elle était en mode: «Mais qu'est-ce que t'en as à faire qu'ils vivent chez toi direct? Enfin, vous vivez ensemble, au moins tu sais direct si ça marche ou pas, quoi. C'est pas en se voyant que les week-ends, que tu vas savoir si c'est l'homme de ta vie», tu vois? Bon, elle m'a vachement débloqué quand même pas mal de Mmh. vannes que je fermais un peu, pour, pas grand-chose. Donc on a habité ensemble rapidement et ça s'est, bien passé. Bien sûr, on a eu les disputes de couple normales, hein. Moi, je vais pas vous vendre de rêve, hein: «Ah oui, tu laisses ton slip à côté de la panière, tu cru que j'étais ta mère?» Bon, bah, voilà, on a eu ces trucs-là, hein. Mais voilà, en fait, quand tu as de la communication et que tu parles des choses et que tu t'assois sur un canapé et que les 2 parlent, si tu en as un des 2 qui est introverti, réservé ou qui a des traumas, c'est compliqué, tu vois? Nous, c'était pas le cas. On arrivait à parler tous les 2, on avait vécu assez de choses dans notre vie pour se poser et pour discuter de tout, encore aujourd'hui. Et ça fait beaucoup de choses parce que je connais des couples où tu en as un des 2 qui est compliqué à cerner, tu en as un des 2 qui dit pas ses sentiments. Là, c'est chiant. Faut que la personne, moi, je conseillerais même qu'elle aille voir un psy et cetera pour se débloquer si elle arrive pas à se débloquer avec, son partenaire, tu vois? Parce que tu peux pas, construire une relation Mmh. si toi, de base, tu pas heureux déjà tout seul, la base. Et moi, j'étais hyper épanouie toute seule. Donc moi, si j'avais un homme à mes côtés, c'était un plus, tu vois? Ça forme une équipe. Mais si c'est pas un plus, bah, bonne journée, bonne, continuation, tu vois? En plus de l'amour, hein, parce que l'amour, pour moi, ne suffit pas, tu vois? Mais c'est que mon avis non plus, tu vois? Enfin, faut pas avoir forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes, c'est pas ça. Complémentaires, différents, les mêmes, pas les mêmes, pour moi, ça veut rien dire. Faut juste s'accorder, voir qu'on arrive à fonctionner ensemble et à continuer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu vois qu'il y a des choses qui vous séparent trop, si toi Mmh. t'es une généreuse et lui que c'est un radin et qui paye aucune addition et qui veut jamais faire compte commun alors que vous avez 3 enfants, bah là c'est compliqué, tu vois. Tu sais que ça va créer des conflits, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont un peu des alertes, un peu, des sonnettes d'alarme. Et il faut les regarder parce que c'est pas quand t'as un enfant Mmh. que ça va s'améliorer, c'est le contraire. C'est clair. Donc, si tu veux, il y avait déjà tous les prémices qui faisaient que Dylan, je savais que c'était quelqu'un qui me correspondait vachement. Voilà. Donc du coup, on habite ensemble très rapidement et tout s'est fait rapidement. Moi, je prenais la contraception et au bout de 8 mois de relation, on est à l'anniversaire d'une de mes meilleures amies et il me dit dans l'oreille, on est en train de danser, on rigole, on est dans une bonne ambiance et il me dit dans l'oreille, «Et si t'arrêtais ta contraception?» Je lui dis: «Pardon, je crois que j'ai pas compris ce que t'as dit. Je crois que j'ai pas compris» et il me dit: «Bah oui, ah oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est ça, c'est que moi j'ai des gros problèmes d'infertilité qu'on a découvert quand j'avais 27 ans. Pourquoi? Parce que je la fais rapide, mais en clair, j'ai une insuffisance. En fait, le vrai terme scientifique, c'est une insuffisance ovarienne, c'est héréditaire, et j'avais aussi une endométriose. Donc, en fait, tout ça fait que j'étais un peu mal fichue à 27 ans et j'ai fait un test de fertilité parce que dans ma famille, il y a des gros problèmes d'infertilité. Et en clair, on m'a contrôlée jeune. Et donc, du coup, on a découvert que j'avais une fertilité d'une femme de 40 ans à 27 ans. Donc, ça a été un peu la panique. Et moi, à 27 ans, j'étais avec mon ex, avec qui je suis restée 3 ans. Mmh. Donc à ce moment-là, comme je savais que je voulais pas faire d'enfant pour le moment, ils m'ont fait faire une procédure de congélation d'ovocytes, de vitrification, ça s'appelle, d'ovocytes, où c'est une opération où en fait tu prends des hormones pendant
pendant 2 semaines non-stop. Et après, tu te fais opérer et on te congèle, si tu veux, des ovocytes pour les utiliser plus tard, le jour où tu veux un enfant. Voilà, parce que la fertilité chez une femme ne fait que baisser. Donc, si j'ai un faible taux à 27, à 30, ce qui est possible, je pouvais être ménopausée. Mmh. Donc du coup, pour préserver ça et pour me laisser la chance d'avoir un enfant, voilà. En clair, ce qui s'est passé, on a vitrifié mes ovocytes. Donc ça a été aussi un moment très compliqué, très dur, etc. Et donc Dylan était au courant de tout ça, parce que ça aussi, il a fallu que je lui sorte le tiroir de l'infertilité, que je lui sorte le tiroir de ce que j'avais vécu dans le passé, etc. Parce que moi, en tout cas, ma façon de voir le couple et les choses, c'est que c'est pas tout le monde pareil, hein. Donc quand il m'a dit, en fait, j'aimerais que tu arrêtes la contraception, parce qu'un miracle peut toujours arriver. Donc les médecins te disent, il faut quand même continuer la contraception au cas où, parce qu'il y a toujours un mini risque, hein, évidemment, parce que t'es pas stérile, ce qui est différent. Du coup, quand il m'a dit ça, il avait pensé en amont dans sa tête, ça va prendre du temps, parce qu'on va forcément passer par une FIV, par tout ce qui est médical, etc. Donc de toute façon, le temps que ça prendra, autant commencer maintenant. Voilà, ça il me le dira plus tard évidemment. Donc quand il m'annonce ça, on rentre le soir, on se couche, le lendemain, il me dit alors t'es ok? Et donc moi j'ai dit oui, parce que je me suis dit aussi que ça allait prendre beaucoup de temps et que de toute façon voilà, dans l'état actuel des choses, on allait encore au moins avoir une bonne année encore ensemble tous les deux, sans enfant, le temps que tout ça se fasse. Erreur de ma part, sans savoir que j'étais avec un homme très fertile. Mmh. Et le miracle est arrivé. Voilà. En fait, en clair, l'histoire, c'est qu'on part donc juste après qu'il me demande d'arrêter la contraception. Personne n'était au courant qu'on était en projet bébé, parce qu'on savait que ça allait mettre du temps. Donc moi, c'était hors de question que tout le monde me mette la pression et que je raconte à tout le monde qu'il fallait que je passe par l'hôpital. Donc on ne dit rien à personne. Ouais. Et on décide de se faire un voyage au Mexique. Dylan, qui est pas trop voyageur de base, qui a pas beaucoup voyagé, et on part au Mexique en sac à dos 3 semaines, faire tout le Yucatan. On se fait un super voyage, voir déjà, lui, c'est un vrai premier voyage un peu en sac à dos, voir comment il kiffe ou pas, si c'est son mode de vie et tout. Je lui fais un peu découvrir ça et ça se passe super bien, très très bien. Limite, on dirait qu'il est fait pour ça. Franchement, voilà, on vadrouille tous les 2 jours, on change de vie, ça se passe trop bien. Et là-bas, en fait, il a organisé sa demande en mariage. Mmh. Ouais, déjà, au bout de 10 mois de relation, le mec est sûr de lui quand même, hein. Et en J'avoue. fait, toute ma famille était au courant, moi, je te jure. Et quand il en parle à ma sœur, elle dit: «Ouh là là, j'ai peur, j'ai peur qu'elle te dise non, j'ai peur qu'elle soit pas bien». Moi, je connais ma sœur, faut y aller mollo mollo, quoi. Tu sais, le mariage, enfant, on lui en a déjà parlé plusieurs fois et à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Et il lui dit à ma sœur: «C'est simple, de toute façon, je lui demanderai qu'une seule fois». Donc en clair, si elle me dit non, elle va se faire foutre, quoi, tu vois? Ah ouais, purée, mais c'est Mais lui, il a 21 ans, il sait déjà qu'il veut fonder, une famille, il a sa société. C'est un mec qui est posé, quoi. C'est un mec, qui est pas du tout fiesta comme moi. Moi, je sortais 4-5 fois par semaine avant de le connaître. Moins quand je l'ai connu, j'avais moins ce besoin de sortir. Je commençais à changer quand même plus ou moins de vie, j'avais un peu marre de sortir. Mais Dylan n'est pas du tout comme moi. C'est quelqu'un, c'est bon, à 23h, s'il rentre, il est OK, tu vois? Mais il m'empêchait pas, de faire, mes soirées et c'est ça qui, en fait, compte. Parce qu'on peut ne pas être sur la même longueur d'onde et lui, il préférait dormir. Puis aussi, c'est un mec quand même qui a sa boîte et qui se lève à 5h30 du matin. Donc, on peut pas lui demander de faire la soirée jusqu'à 5h, tu vois. Même si, au final, moi, ça me dérangeait pas d'aller à 7h du matin au travail sans avoir dormi. Mais on n'est pas pareil. Donc, du coup, si tu veux, au Mexique, si tu veux, la demande en mariage, quand elle se passe, elle est magnifique. Il l'a hyper bien préparée. Il me fait une espèce de escape game parce qu'on est fan d'escape game. On faisait des escape games que à deux, dis-toi. Je pense que c'est rare quand même qu'un couple vienne payer un escape game que pour le faire à deux. Nous, on adorait ça. Du coup, il fait un espèce d'escape game. En fait, il me fait faire un massage sur la plage. Et après, il m'appelle, il me demande de mettre les écouteurs dans mes oreilles. Avec plein d'indices dans mes oreilles, il me fait faire un parcours jusqu'à notre chambre d'hôtel qu'il avait réservée, avec une vue incroyable dans un bel hôtel. Et ce qui m'attend, en fait, c'est une espèce de boîte où, en fait, je peux pas ouvrir. Je sais plus le nom, c'est un truc parce qu'il adore Harry Potter. Avec, tu sais, un code sur c'est une espèce de rond avec des lettres, tu sais, mmh, dessus que tu tournes. Je OK, sais plus comment ouais. ça s'appelle. Ah, J'ai pas le nom. attends, quand tu m'as demandé en mariage, la clé, elle était dans C'est un Skrillex Skrillex. de Da Vinci Code. Da Vinci Code. C'est pour ça qu'on arrive. Merci. Skrillex de Da Vinci Code. Et c'est le Skrillex de Da Vinci Code. De Da Vinci Code. T'as été handicapé que t'as pas trouvé le code. C'est vrai. Et donc dedans, il y avait une clé, la clé de la chambre.
Et en fait, j'arrivais pas à trouver le code. L'énigme, elle était hyper facile, mais je crois que j'étais tellement stressée et tout machin. Après, c'était nos 1 an. Ouais, j'étais à 11 mois de relation. Ouais, c'était bientôt nos 1 an. Donc, je me disais qu'ils faisaient ça pour nos 1 an. Moi, j'avais rien capté, mais vraiment. Mmh. J'aurais jamais imaginé qu'ils me demandent maman au bout de 11 mois. Hein, c'était pas possible. Et du coup, j'ai trouvé enfin le code, si tu veux. Enfin, en fait, il m'a vachement aidé, hein, faut dire la vérité. Et en fait, quand j'ai trouvé le code, non mais n'importe quoi. Quand j'ai trouvé le code, j'ai enfin ouvert la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, il m'attendait avec la bague et la demande. Voilà, en clair. Ok. Et là, tu t'es dit quoi? Oh, j'étais sous le choc, mais sous le choc dans le bon mood, en mode, Positif. bien sûr, Ouais. j'étais folle amoureuse, je vivais une super belle histoire, on passait un voyage de folie. Bon, bah, la réponse, elle était automatiquement le oui, tu vois. Enfin, de toute façon, c'est comme si dans mes tripes, depuis le début, je savais que c'était lui, en tout cas. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, ça a été un peu automatique, si tu veux. Donc, mais c'était magnifique. C'était franchement la plus belle demande qu'on aurait pu me faire, c'était celle-ci. Hein. Ah bah, j'avoue que Donc voilà. il a mis la barre très très haute. Il a mis la barre haute et quand on est en fait, c'est là, en fait, on a pris une bouteille de champagne pour fêter ça. On s'est mis sur la terrasse le soir, on a kiffé, on a parlé, on a rigolé et en fait, il m'a posé la question fatidique qui a fait le reste de notre parcours de vie où il m'a dit: «Bah, écoute Amélie, j'ai une question, si demain on gagnait au loto, qu'est-ce que tu ferais?» tu vois? Et je lui dis: «Moi, je gagne au loto, je fais un tour du monde sans travailler, quoi». Moi, je suis partie 4 ans, mais bon, j'ai galéré, j'ai pas arrêté de travailler, voyager, j'arrêtais pas. Il m'a dit: «OK, bah, pourquoi ça serait pas possible?» tu vois? Et je lui dis: «Bah, parce qu'on n'a pas les fonds», enfin et cetera. Et de là, il a commencé à regarder sur Google, il a tapé exactement la phrase que je vais te dire, «Combien faut-il pour un tour du monde d'1 an, en moyenne?» Et il a commencé à regarder et cetera, à se renseigner et de là, l'idée vraiment a surgi un peu, de nulle part au final et n'importe quoi. On revient du Mexique et on annonce à tout le monde qu'on part faire le tour du monde pendant 1 an, tous les 2. Et on était au mois de mars, fin mars, début avril. Et on leur dit qu'on part le 1er octobre parce que si tu mets pas de date, par expérience, tu pars jamais. Donc, du coup, on leur dit qu'on part. Et du coup, les gens savaient pas qu'on était en projet bébé. Et moi, du coup, je prends rendez-vous pour reprendre la contraception. Et bam, j'apprends que je suis enceinte de 8 semaines. Oh là là. Voilà, super. Ah, j'étais heureuse, hein. Ah là là. J'étais au bout de ma vie. Hein? J'étais dégoûtée et j'ai pas honte de le dire. J'étais dégoûtée. Mmh. Ah ouais, tu t'y attendais pas non plus, quoi. Ouais, donc c'était un peu compliqué, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc après j'étais deg et en fait ce qui s'est passé la suite, c'est que comme j'étais enceinte de 8 semaines, on s'est dit qu'on allait tout réorganiser si tu veux, mais avec un enfant, savoir combien il fallait, etc. Pour justement partir avec un enfant, le budget, savoir comment tu t'organises avec un enfant. Donc j'ai commencé à suivre des comptes voyageurs avec des enfants, tu vois, alors qu'avant j'avais des comptes voyageurs que des couples. Donc en fait ça a tout changé, ça a Mmh. tout changé. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. Mais vous avez pas lâché votre projet. On n'a pas annulé le projet et pourtant tout le monde nous disait que c'était pas possible, si tu veux, de partir en tour du monde avec un bébé. On a eu beaucoup d'avis, mitigés, des gens qui nous disaient que pour eux, c'était pas trop possible, de partir avec un bébé, parce que c'était dangereux, parce qu'il fallait faire attention, que vu qu'on allait avoir un bébé, nos projets allaient changer et cetera et donc tout le monde te met le doute et en tant que maman débutante, en fait, tu as le doute parce que tu te dis que peut-être les gens qui ont des enfants, ils savent mieux que toi et je sais pas comment dire, mais quand tu es maman débutante, quand tu as ton premier enfant, tu as l'impression que tout le monde a raison sauf toi, tu vois? Parce que toi, c'est ta première fois, donc tu penses que les gens, ils ont raison. Donc en clair, voilà, on a tout revu pour que ça se passe, plutôt bien, tu vois? J'ai envie de te dire. Mais évidemment, on a vu notre budget à la hausse, il faut prendre un porte-enfant, il faut ramener plus d'affaires, tu vois? C'est différent. Mais c'est faisable, évidemment. Mais c'était hors de question qu'on laisse tomber notre rêve pour ça. Et tu vois, je trouve ça trop bien que vous ayez, quand même gardé, tu vois, votre rêve, malgré la situation qui, pour beaucoup, je pense, ça aurait été, vraiment le signe de tout laisser tomber et en fait, non, vous aviez ce rêve à 2, au final, vous l'avez juste agrandi à 3. Ça montre que, vous étiez vraiment, soudés pour, pouvoir justement, vous dire que vous étiez prêts à faire, tout, pour, pouvoir partir, avec votre enfant, quoi. Merci, mais c'est vrai que c'était pas chose facile, mais on va dire que pour nous, c'était un peu un défi. Et de toute façon, c'était toujours la même rengaine en fait. C'est toujours prouver aussi à nous-mêmes, avant les autres, qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de réaliser quelque chose qu'on pensait irréalisable. Et voilà, en fait, c'était pas ça, c'est qu'on s'était tellement projeté dans notre rêve. On s'est dit 2021 rencontre, 2022 je tombe enceinte, 2023 Aaron arrive.
notre fils. Et 2024, on part en tour du monde. Je dis franchement, voilà, c'est parfait, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait rêver, tu vois. Et Dylan, il avait pris goût au voyage. On partait en week-end à droite à gauche, à Budapest, à Amsterdam. Il a pris vite le goût du voyage. Et en même temps, franchement, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui prendrait pas goût au voyage au final, tu vois. Moi, je trouve que c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est pas fait pour tout le monde de voyager en longue durée. Mais même de voyager en courte durée, c'est ce qu'on attend toute l'année tous, tu vois, de nos vacances, notre semaine de vacances, nos quelques jours, etc. Donc, si tu veux, il a pris goût très rapidement. Et pour Dylan, c'était logique de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Parce que Dylan, il lâche pas l'affaire, en fait. Il a vraiment ce truc où, quand il dit quelque chose, il le fait. Et du coup, si tu veux, mon partenaire, ça fait beaucoup. Parce que si tu as dans ton couple quelqu'un qui est à fond dans ton projet et qui abandonne pas au premier obstacle, c'est facile à réaliser. Parce que dès qu'il y en a un qui se démotive un peu, t'as l'autre qui est toujours là en mode non, mais on le fait quand même, tu vois. Donc au final, si tu veux, comme on était autant motivés l'un que l'autre, ça a été facile, j'ai envie de te dire. Mais si t'en as un des deux où c'est pas trop ça et qu'il le fait pour l'autre, ça fonctionnera pas. Et même s'il part, il le reprochera un jour à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien de se dire les choses en fait et de voir que on peut se dire aussi les choses, tu vois, parce que des fois tu dis j'en ai marre d'être ici, lui il peut dire non mais moi je préfère rester ici et même si c'est le cas c'est ok, mais il faut se dire les choses, tu vois. Voilà. Ouais, je pense que c'est important de pouvoir communiquer et de dire ce qu'on ressent et tu vois, même si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, au moins de dire à l'autre qu'est-ce qu'on pense quoi. Mais du coup, vous êtes mariés avant de partir? Très bonne question. Alors, du coup, on a annulé entre guillemets le mariage pour partir en tour du monde. Et du coup, les gens, ils se sont dit, en fait, vous vous mariez ou pas, au moins, au niveau des papiers pour partir. Donc, nous, ce qu'on a fait en France, c'est un Pacs avant de partir pour au moins, entre guillemets, avoir un papier signé de quoi on est une famille et une union parentale. C'est vraiment pour dire qu'on est une famille. Mais moi, c'est trop important d'avoir le même nom que mon fils et que mon mari. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on se marie avant ou est-ce qu'on se marie après, mais on fait un vrai mariage de fou, entre guillemets, un mariage qui nous correspond, en tout cas un mariage avec les invités, parce que si on se mariait avant le tour du monde, on se mariait sans invités, juste avec des témoins. Et en fait, ça nous a fait mal au cœur et on s'est dit, on préfère attendre. Et dès qu'on termine notre tour du monde, c'est prévu qu'on garde des sous de façon pour se réinstaller et aussi pour se marier, et du coup faire un vrai mariage avec nos invités, vraiment pour que tout le monde soit témoin de notre bonheur. Donc en vrai, je dis mon mari, mais c'est pas encore mon mari officiellement, mais c'est comme si. D'ailleurs, Dylan, il aime pas quand je dis mon conjoint, il supporte pas, c'est trop drôle. Mais pour moi, c'est comme si c'était déjà mon mari et on a failli. D'ailleurs, on avait pris rendez-vous à la mairie pour se marier et au final, on a annulé la date parce qu'on s'est dit on n'est pas à ça près. Mais je vous avoue qu'à chaque fois que je passe la douane, ça m'énerve d'être moi toute seule et eux deux ensemble, d'accord? Voilà. J'ai une question du coup à te poser avec du recul maintenant sur votre histoire, maintenant que vous êtes en tour du monde depuis plus d'1 an. Tu dirais quoi, tu vois, à la Amélie qui rencontre Dylan il y a quelques années? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais finalement pas grand-chose parce que en fait, ce que j'ai fait il y a quelques années quand j'ai rencontré Dylan, c'est exactement ce que j'aurais attendu de moi aujourd'hui avec le recul. C'est de me laisser aller, c'est de me laisser la chance de vivre cette histoire pour pas avoir de regrets. Et du coup, comme c'est ce que j'ai fait, finalement, je me dirais absolument rien parce que je trouve que j'ai bien réagi. Mais j'ai bien réagi parce que j'avais vécu des choses avant qui ont fait que je suis devenue cette Amélie-là. Si j'avais pu parler, j'aurais plus parlé à Amélie, si j'avais eu le pouvoir en tout cas de revenir en arrière, j'aurais parlé à la Amélie d'une vingtaine d'années avec son premier amour. Plus ça. Pour lui dire que voilà, son chemin de vie, c'était pas celui qu'elle pensait qu'on lui avait inculqué et qu'il fallait qu'elle apprenne qui elle était, qu'elle écoute ses envies, ses rêves, sans regarder le jugement des autres et qu'elle fasse les choses bien et que on lui accorde le fait qu'elle puisse ne plus aimer quelqu'un, qu'elle puisse partir, qu'elle puisse quitter quelqu'un. Et voilà, c'est plutôt ça. J'aurais parlé à la fille de 20 ans qui se mettait des barrières pour absolument tout, pour absolument convenir à tout le monde et à n'importe qui en même temps. Donc c'est cette Amélie-là à qui j'aurais parlé, si j'avais pu choisir. Parfait. Écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Si demain tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là, ça m'arrive tellement souvent. Je lui dirais que je n'y ai plus cru non plus, parce que j'y ai plus cru pendant de 2013 à 2021, ça fait quand même un sacré chemin. J'y ai pas cru pendant de très longues années. Même en étant en couple, je savais que j'étais pas dans la bonne relation. Je savais que c'était pas la bonne personne.
je savais que j'allais pas faire ma vie avec. C'est horrible, hein, et je restais parce que ça me convenait sur le moment, que j'avais plus besoin de compagnie à certains moments de ma vie que finalement un amoureux, parce que j'ai l'impression que ça se trouvait plus, que ça n'existait plus. Ce que je dirais à quelqu'un qui croit plus en l'amour, je lui dirais, tu peux pas contrôler ce qui va se passer, ça c'est sûr. Tu peux chercher autant que tu veux, mettre 5 applis de rencontre, tu trouveras pas la personne si tu as envie de la rencontrer. Ça, c'est certain. De toute façon, c'est connu. C'est une phrase de merde, mais c'est la vérité. C'est comme quand on veut absolument un enfant, on tombe jamais enceinte. C'est comme ça, c'est prouvé, hein. Faut lâcher prise, comme quand tu veux un bébé. Quand tu veux rencontrer l'amour, faut lâcher prise. Moi, je dirais à cette personne, kiffe, sors, va en boîte de nuit, va dans des bars, sors avec tes copines, bois des coups, parle à autant de personnes que tu veux, séduis, laisse-toi séduire. Prouve-toi que tu plais, fais-toi des compliments, mets-toi en beauté. Déjà, prends confiance en toi en voyant que tu es quelqu'un, qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi, parce que déjà, ça te fait, mais genre, grandir de fou en confiance en soi. Ça te remplit ta jauge d'estime de soi, et ça, franchement, c'est trop important. Et une fois que tu rayonnes au point que je pense, il y a forcément quelqu'un qui va venir et qui va te mettre des papillons dans le ventre. Et celui-là, tu l'auras pas vu venir parce que tu penseras que c'est un parmi tant d'autres. Et c'est à ce moment-là que ça t'arrivera. C'est au moment où vraiment tu seras la plus heureuse et que tu joueras avec la vie, que la vie, elle t'apprendra et elle te tiendra et elle te dira c'est le moment là. Enfin, tu le sais tout de suite. Pour moi, tu sais pas au bout de 3 semaines que t'es amoureuse. Tu le sais maintenant. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que, tu as un dernier, message à passer peut-être à Dylan, à ton fils ou, aux auditeurs, de Yes I Do? Bah, pour les auditeurs, je dirais que ton podcast, il est génial déjà. Je tiens à le dire parce que je trouve que c'est très original et c'est hyper bien d'écouter des histoires d'amour. Et puis, il n'y a pas que du bon dans les histoires d'amour. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est bien aussi de raconter pourquoi ça a failli pas se faire, etc. Il faut pas croire que... En fait, le problème, c'est qu'on est avec des histoires d'amour de Disney. D'ailleurs, petit clin d'œil à Marine là-dessus, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Mais on a été élevé avec des dessins animés de Disney, et en fait, on pense tous, quand on grandit, que le prince charmant va arriver sur son cheval blanc et nous emmener dans son petit village. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, malheureusement. Mais je dirais que c'est hyper bien comme podcast pour justement savoir qu'on n'est pas seul. Souvent, on écoute des podcasts pour s'identifier à certaines personnes, et c'est toujours pareil de se dire on n'est pas seul à vivre ça, on n'est pas seul à se poser cette question. Donc déjà, merci pour ce podcast parce que c'est génial pour ça. Bah, merci. Merci beaucoup. Pour un message que je pourrais passer à mon homme, je dirais que je suis la plus heureuse de l'avoir rencontré parce que honnêtement, je pensais plus ça possible, forcément, et que je pensais pas vivre une si belle histoire. Et surtout, écoutez bien ça, mais vivre mes rêves avec l'homme avec qui je partage ma vie. Ça, c'est double, c'est double réussite pour moi. Parce que y a rencontré l'homme qu'on aime et réaliser ses rêves avec. Et ça, pour moi, c'est encore plus chanceux, tu vois. Et personne doit vous ralentir dans vos rêves. Au contraire, la personne avec qui vous êtes, elle doit tout faire pour évoluer avec et réaliser tout ce qui vous fait le plus plaisir. Moi, tous les jours, Dylan, il me demande ce qui me ferait plaisir. C'est une phrase bête, mais ça veut tout dire. Donc voilà. Et c'est pas, enfin voilà, qu'on regarde une série Netflix ou qu'on aille monter une montagne à 6000 mètres, les deux me font autant plaisir l'un que l'autre. En fait, faut juste savoir où baser ses priorités. Il y a mon fils, peut-être un jour il écoutera ce podcast, je lui dirais que la seule chose que je veux qu'il sache, mais la seule chose, c'est que c'est le fruit d'un amour sincère, peu importe ce qui se passe dans l'avenir, parce qu'on peut jamais savoir si on sera ensemble, si on sera plus ensemble, si on s'aimera toujours ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T où il a été fait et tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est que sincère et c'est de l'amour pur et dur. Et j'aimerais juste qui vivent une histoire similaire, et en tout cas je lui donnerai, j'espère, les meilleurs conseils pour qu'il soit le plus heureux possible, et que d'ailleurs que ce soit avec un homme, une femme, je m'en fiche en fait, tant qu'il est heureux. Moi je n'émettrai jamais de jugement sur sa vie, je veux juste qu'il sache qu'il pourra avoir confiance en sa mère et à son père. Voilà, nous on n'est pas là pour éviter les erreurs de nos enfants, on est là pour leur tendre la main le jour où ils se cassent la figure, parce que vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, comme moi on m'a dit tout ce qu'on a voulu me dire, et je me suis cassé la figure 1 million de fois et j'ai fait toutes mes conneries. Donc je lui dirai qu'il faut pas le faire, il les fera, mais par contre je serai là pour le ramasser. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour tous ces mots, Amélie. J'étais ravie de t'accueillir dans le podcast. C'était trop chouette d'échanger avec toi et que tu nous partages ta belle histoire. Pareil, merci beaucoup Carole.